Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélien Millot. Aurélien, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Aurélien, tu nous viens de loin, même si tu es né en France, dans le nord de la France, côté de Valenciennes. Tu nous viens de entre Bali et Hong Kong. Shanghai, plus exactement. Autant pour moi. Voilà, autant dire que tu as fait un long chemin pour venir ici aujourd'hui. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous écoutez, on pourrait dire déjà, waouh, que de parcours, de kilomètres pour venir, mais nous parler de quoi et nous dire quoi. Quel est l'intérêt pour un thérapeute de venir de l'autre bout du monde? Parce que c'est quasiment ça. Aurélien, je vais donner déjà ton site internet pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient en même temps que l'émission en savoir plus, parce que sinon de toute façon tout se trouve sur l'article concerné pour Aurélien sur le site d'Immedia. C'est www.chambali.com que je vous appelle shambali.com. Et dans Chambali, en dehors d'avoir la sonorité Shambhala, vous avez Shanghai et vous avez Bali. Voilà, donc quelque part vous avez le pont entre les deux. On pourrait peut-être commencer par ça d'ailleurs, pourquoi pas Aurélien. Shambali, donc ça fait écho à Shambhala bien évidemment. Alors c'est quoi Shambali exactement ? Alors Shambali, en fait, c'est un vieux rêve, on va dire. C'est un vieux rêve d'enfance qui a éclos et qui existe désormais, donc physiquement, qui existe à Bali. Donc c'est un centre holistique de bien-être qui a pour vocation, en fait, d'aider les gens. Simplement, c'est basé sur la maïeutique, à les faire accoucher d'eux-mêmes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient heureux ponctuellement dans cet espace qui est dédié. Et également qu'ils puissent, avec un certain nombre d'outils, reproduire ce bonheur, ce bien-être, cette harmonie dans leur vie de tous les jours. Voilà. Un endroit, donc un endroit, une place, on va dire propice, parce que quand même Bali a un côté assez paradisiaque, faut dire ce qui est, propice à la connaissance de soi. Alors quand tu parles de centre holistique, il y a 6 praticiens avec bon nombre de propositions, de pratiques, de techniques, de connaissances de soi. Mais il y a aussi beaucoup et c'est ça que moi personnellement j'adore, d'y associer l'utile et l'agréable. Parce que travailler sur soi ou apprendre à savoir qui l'on est, c'est concrètement mettre les mains dans son caca des fois. C'est pas forcément une partie de plaisir. Avoir un cadre magnifique qui se prête à, on va dire, mettre un baume sur ce qu'on peut découvrir de soi, c'est déjà un plus. Et de surcroît, quand je parle d'utile à l'agréable, c'est des propositions que tu fais de te mêler au cadre culturel du pays, faire des trekking, par exemple, ou de profiter des arts traditionnels balinais, on dit, Balinais. Je crois, ouais. Comme la musique, les danses, etc. On va avoir l'occasion de revenir en profondeur par rapport à ça. Donc, comme je le disais, tu es français, d'origine de Valence. Valencienne, pardon. 38 ans. Donc, on pourrait aussi se dire, waouh, il y a du chemin qui est parcouru à 38 ans. Bon, bientôt les 40, on remarque. Donc, l'occasion de voir un petit peu ton parcours et de ce rêve qui est aujourd'hui Shambali. Comment on fait pour accéder à ce rêve-là. Donc, comment est-ce que tu pourrais décrire, peut-être assez rapidement, succinctement, je sais pas, ton enfance, ton éducation, ou les valeurs qui t'ont influencé ? Bien sûr. Alors, en fait, moi, je suis issu d'une famille relativement simple, une très bonne éducation. J'en suis, on va dire, très reconnaissant. Des parents très optimistes, avec une notion, des valeurs, respect de la personne, respect de la vie en général. Donc je sais aussi, on nous a vraiment éduqués dans ce sens, à savoir connaître nos origines, très modestes, grands-parents agriculteurs et de l'autre côté ouvriers. Donc voilà, avec ces valeurs, parents profs, ma mère prof, mon papa professeur d'université, donc chercheur. Donc classe moyenne, on va dire. On a toujours pu jouir d'un niveau de vie assez agréable, assez intéressant. On
vivait pas non plus à un niveau extraordinaire, hein. Mais on a toujours été heureux, et en fait, ça a été très important dans mon enfance. Le fait je pense que c'est le plus gros héritage qu'ils ont pu me donner de leur présent. Ils sont toujours de ce monde, bien entendu, à savoir des valeurs, une ouverture aussi sur le monde, sur plein de domaines, on va dire. Et voilà, avec encore une fois un respect sur la vie qui est à mon sens très important. Alors, la question de l'ordre de la spiritualité ou de la religion, sachant que donc ta mère institutrice, professeur, oui, enseignante, ouais. Collège. Et donc un père prof universitaire, mais un matheux, physique, chimie ou quelque chose dans le genre là, je crois. Hein. Oui, intelligence artificielle même. Ouais, donc la place de la spiritualité, alors elle se révèle déjà à mon sens dans les fameuses valeurs dont tu parles. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour appliquer certaines valeurs d'humanisme. Hein. Est-ce qu'il y avait une notion effectivement de religion ou de croyance particulière, alors dogme ou pas, hein, on peut parler par exemple de mouvements spirituels s'il en est avec le bouddhisme. Alors à vrai dire, j'ai un enseignement à la base. Bon, moi j'ai été baptisé, mais c'est plutôt dans un cadre de rituel, sociologique, on va dire. Mes grands-parents l'étaient, mais mes parents n'ont pas vraiment été pratiquants en quelque sorte. Mon père n'a pas vraiment eu cette, ne croyait pas vraiment en quelque chose. Ma mère non plus, se pose des questions. Mais on n'a pas été mis sur cette voie, sur ce chemin, on va dire. C'était vraiment une quête personnelle en fait, et vraiment très petit. On a eu l'occasion de faire un peu connaissance hors antenne, et tu me faisais part que très tôt tu as été, j'allais dire, conscient un petit peu de la détresse de certains peuples à travers le monde, qui sont en lien avec un côté culturel, sociologique, notamment la fameuse famine qui a eu lieu en Éthiopie, qui t'a beaucoup marqué, au même titre que peut-être le rapport qu'il y a à l'écologie ou au système planétaire, à la sphère comme elle évolue, ou l'interaction qu'il peut y avoir avec tous ces différents règnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui, chez toi, a été un élan vers le souhait ou le désir de contribuer à améliorer les choses, si on peut dire ça comme ça? Ouais, en fait, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que je sais pas, c'est ce que je suis à la base, et vraiment depuis très très jeune, c'est cette personne qui aspire, très idéaliste, très hypersensible, donc qui, mal géré, comme beaucoup de gamins, c'est difficile à maîtriser, enfin pas à maîtriser, mais tout au moins à exprimer. Ouais, à exprimer, et au-delà, juste à vivre, tout simplement. Donc, quand il est bien, on va dire, canalisé, c'est une source d'inspiration énorme. L'intuition, l'empathie, la connexion avec le monde spirituel et autres. Mais quand vous n'êtes pas, et que vous avez personne à qui en parler, au départ, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais oui, bien évidemment, c'est cet état d'être qui m'a fait être ce que je suis. Je dis souvent, on est l'intégrale de ce qu'on est. Ça semble évident, mais voilà, on erre au départ dans une espèce d'inconnu, et puis on se développe tel qu'on est initialement, en fait. Tu as fait des études de commerce assez poussées, et je t'en faisais part parce que lorsque moi-même j'ai évolué dans cette petite bourgeoisie, et de voir ceux qui se dirigeaient vers ces études-là, voilà, le but du jeu, c'était d'avoir sa place, son statut social dans la société, de l'argent, bref, un peu peut-être faire comme papa-maman, voire même mieux, et puis pas trop se poser de questions. Et donc la question que je t'avais soulevée, c'était justement de savoir comment est-ce que tu as fait pour garder cette sensibilité, pas mettre des couches d'insensibilité, j'allais dire, justement pour faire ce qu'il y a à faire, et parce que du commerce, il y a une connotation dans ce monde basé sur le libéralisme, l'économie capitaliste, dire faire de l'argent pour de l'argent. Donc comment tu as pu, toi, évoluer dans ce milieu-là, tout en gardant ta sensibilité? Qu'est-ce que tu en as fait de ta sensibilité, justement? Ou qu'est-ce que tu as compris peut-être de ce que pouvaient te renvoyer ces études-là de toi, pour peut-être réaliser le rêve dont tu vas nous parler par la suite?
Bien sûr. Alors en fait, si tu veux, moi, le commerce, je l'ai utilisé comme un moyen, à vrai dire. C'était pas une finalité, c'était un tremplin et c'était un moyen. Dans l'origine du commerce, c'est intéressant de voir, et c'est notamment Montesquieu qui dit l'histoire du commerce, c'est l'échange des communications entre les peuples, et il y a un côté noble dans le commerce à la base. Je veux dire, c'est l'échange des soieries en Chine avec les épices en Inde, les papyrus en Égypte avec le savon d'Alep, en Syrie, etc. Donc en fait, à la base, l'échange n'est pas négatif. L'échange, c'est d'ailleurs échange de bons procédés, le troc, c'est le système tel qu'on l'a créé par la suite, qui spolie, qui exploite, etc., qui peut être limitatif. Mais en soi, ça l'est pas. Donc, il faut aussi sortir du carcan très manichéen qui dit on a d'une part les banquiers, les banksters quelque part, et puis d'autre part les gens dans le social qui seraient tous adorables, etc. Bon, il y a des gens, même des religieux paradoxaux, comme je peux les appeler, qui ne mettent pas en pratique ce à quoi ils croient en fait. Donc voilà, c'est pas aussi, on va dire, segmenté et voilà, aussi prononcé. Moi, la sensibilité, je l'ai conservée au sein du commerce. Je l'ai utilisée pour plusieurs raisons. La première, comme tu l'as mentionné, je viens de la banlieue de Valenciennes, donc on va dire, je voulais explorer de nouveaux horizons. Et je voulais voyager. Donc moi j'ai utilisé le levier, alors il y avait le tourisme aussi, mais j'ai utilisé le commerce pour voyager, pour aller à la rencontre du monde, pour aller à la rencontre des cultures, passionné de spiritualité depuis que je suis gamin, d'aller vraiment en pratique voir des communautés, etc., et d'essayer de comprendre un petit peu comment le monde fonctionne. Donc ça a été l'une des premiers motifs. Le deuxième, ça a été la quête du soleil, que j'ai compris par la suite en filigrane, qui était retrouver entre guillemets le culte du soleil en quelque sorte, qui est présent, comme le dit Ivanov, dans toutes les religions primitives et actuelles. Quoi de mieux que d'aller vers l'or riant. Voilà, exactement. D'où mon nom aussi, Aurélien, sur lequel il y a un jeu de mots aussi avec le lien avec les choses et les gens. Et disons que voilà, ça a été le lien et notamment le fil conducteur, vu que je suis dans le commerce aussi et dans le textile. Il y a eu toute une métaphore qui s'est établie à travers le commerce. Et le commerce aussi, ça m'a permis d'expérimenter la vie, à savoir tel un cheval de Troie, le système, de voir la violence du système, les conditions du système, travailler dans les lieux de production un peu partout dans le monde, au Bangladesh, au Pakistan, enfin dans des endroits, dans des usines. Ça m'a toujours rappelé, ravivé, donc la dimension humaine, humaniste, n'a jamais, on va dire, ne s'est jamais estompée quelque part. Au contraire, c'était dans l'ordre du témoignage. Quand vous voyez dans Zadig et Voltaire le passage Le nègre de Suriname, quand il lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet esclave qui s'est fait mutiler parce que plutôt que d'arrêter la machine à canne à sucre, on coupe une main. J'ai toujours dit, c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe et aussi pour nos textiles. C'est-à-dire que voilà, il faut savoir, il faut avoir une conscience. C'est pour ça qu'après j'ai débouché sur d'autres choses, des conférences sur l'éthique, le commerce, et je pense qu'il est possible actuellement de faire du commerce équitable, du commerce propre, on va dire, et voilà. Et c'est aussi comme ça que j'ai voulu orienter ma carrière et de montrer aussi que c'était possible. Et qu'en fait, j'ai vraiment cette application holistique qui est dans ma vie. C'est ce que j'appelle notamment mon holistyle de vie, qui est justement une application au jour le jour. C'est-à-dire, je ne suis pas entre guillemets spirituel quand je fais de la méditation, quand je vais tel ou tel temple ou peu importe le lieu, c'est au quotidien. C'est une pratique quotidienne, c'est-à-dire que vous pouvez être spirituel au sein du commerce. Alors c'est peu commun et c'est d'autant plus intéressant de te recevoir dans cette émission parce qu'on peut dire que tu es une tronche. Alors j'emploie ce terme spontané, familier pour ceux et celles qui nous écoutent. Tu parles 6 langues, on va dire plus ou moins couramment. Tu en es en train d'étudier 3 autres langues. Faire des études de commerce, notamment à l'international, c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. On va dire que tu as certaines facilités pour ce qui est de l'apprentissage et des échanges qu'on a pu avoir. Je note aussi que tu as une très riche culture et que tu as été fouillé dans cette notion de partage, d'échange.
sur tout ce que les traditions dans le domaine de la spiritualité que pouvait nous offrir l'Orient, t'y as été, quoi. Et ça n'a pas été uniquement une recherche chez toi intellectuelle, c'est que tu y as mis les mains pour voir. Alors, c'est cette part-là aussi qui m'intéresserait de voir comment est-ce que tu as... j'allais dire, pas tant comment est-ce que tu as fait, c'est... ce que j'ai à parler, c'est que tu as bon nombre de personnes qui tiennent une certaine forme d'orgueil ou de richesse à se dire cultivés, à savoir beaucoup de choses, qui de surcroît sont peut-être des businessmen ou quoi que ce soit dans le domaine du commerce, politique, économie, bref, qu'importe, et qui en restent dans la couche superficielle, extérieure des choses. Pour que chez toi, en tout cas, il y ait un désir d'approfondir tout en gardant cette éthique, c'est assez peu commun. Alors j'imagine, puisqu'on attire à soi ce que l'on est, que tu as dû en rencontrer des personnes comme toi, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que tu as fait pour... ou qu'est-ce qui a suscité chez toi le fait de vouloir aller en profondeur, d'aller voir au-delà des apparences. À vrai dire, je pense que c'est toujours cette quête de lumière, c'est-à-dire de mettre de la lumière dans l'obscurité. C'est toujours cette notion de dimension aporétique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. C'est de pousser les frontières de l'horizon et d'essayer d'apprendre. C'est une soif d'apprendre, c'est une soif qui n'a jamais, qui n'a pas de fin en gros, hein, et notamment quand vous buvez à la source. Voilà, c'est quelque chose qui est immense, et plus vous étudiez, et plus vous avez envie d'étudier, et au plus vous vous rendez compte que, comme disait Aristote, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et voilà, vous vous rendez compte aussi, peu importe les univers, vous vous rendez compte qu'il faudrait plusieurs vies pour intégrer la bibliothèque de Babylone ou d'Alexandrie, ou peu importe, mais il y a une connaissance, il y a tellement de choses à intégrer que voilà, c'est sans fin en fait. Tu as cette soif de toute façon de t'ouvrir à tout. Mais je reviens sur la question, à savoir que ce n'est pas resté chez toi dans un savoir. C'est passé dans la phase connaissance, donc d'expérimentation, d'intégration en soi, et ça tout le monde ne le fait pas. Donc j'entends que ta réponse nous dit que comme si c'est une sorte d'évidence. De toute façon, voilà, j'apprends ça, j'expérimente, je vois, j'essaye, chose qui à mon sens est peu commun. Donc qu'est-ce qui se serait peut-être passé pour chez toi avoir cette soif, mais pas uniquement d'apprendre les choses à la couche superficielle, mais d'aller en profondeur. Est-ce que il y a un événement, une rencontre, quelque chose qui a eu lieu comme étant... qui est venu susciter cette soif ? Non, je pense pas. Encore une fois, je pense que c'est vraiment de l'enfance. J'étais le genre de gamin qui pose 10 questions à la seconde sans avoir même attendu la réponse. Donc j'ai déjà anticipé d'ailleurs pour ma future petit doudou, j'ai écrit un bouquin, enfin j'ai commencé, j'ai pas fini, qui s'appelle Papa pourquoi pas, justement avec le papa pas. Parce que voilà, parfois quand on est saoulé par les gamins, on répond pourquoi pas quoi. Papa pourquoi et on finit par pourquoi pas. Et en même temps c'est voilà, donc j'ai toujours eu ce côté à poser énormément de questions et avoir toujours cette volonté de trouver. Moi, je viens d'une époque où il n'y a pas Internet à la base, et il y a l'encyclopédie éventuellement. Puis il y a mon père aussi, à qui je pose des questions sans cesse. Il avait une culture très très large, et j'ai appris énormément avec mon père, c'est sûr, sur plein de domaines, mais ça m'a poussé. Je pense que c'est ça qui est important aussi dans l'éducation, c'est susciter l'intérêt des enfants. Et d'y trouver un plaisir. Moi, je rentre parfois du boulot, je suis fatigué comme tout le monde, mais j'ai vraiment un plaisir, j'ai une excitation quant à regarder un documentaire ou à prendre un livre ou autre, parce que je sais que je vais apprendre des choses, quoi. Et je trouve ça, c'est fascinant. Mais après, voilà, c'est encore une fois, faut trouver en fait. Faut trouver des intérêts. Chacun a quelque chose qui le fascine, que ce soit la cuisine, que ce soit même le football, peu importe. Il n'y a pas de mauvais, enfin il n'y a pas de choses négatives. C'est uniquement, une source d'intérêt. Et il y a vraiment ce sentiment de bien-être quand on est. C'est un peu comme la satiété quelque part. Vous avez une soif ou une faim de connaissance, et quand vous l'assouvissez, vous vous sentez bien en fait. Enfin, moi c'est mon cas précis. Ouais, j'entends bien. Ok.
en découvrant l'Orient, parce que j'ai beaucoup aimé l'idée de suivre ce fil conducteur, toi qui travailles dans le textile, et qui, à l'heure actuelle, je crois, puisque tu bouges entre Bali et Shanghai, en train de changer de vie, que quelque part, ce qui était pour toi de l'ordre d'un... je sais pas, ton violon d'Ingres, ton grand plaisir en dehors du travail, c'était notamment toute la sphère humanitaire, et tout ce qui a trait à la recherche dans le sens de quête de soi. Où tu as eu l'occasion vraiment d'approfondir, de donner aujourd'hui des enseignements, des conférences, et notamment à tout à chacun. Quand je dis tout à chacun, tout ce que tu peux donner dans ces conférences ou ces enseignements, c'est auprès de monsieur et madame tout le monde dans ces pays, déjà d'une part, et puis c'est aussi en lien avec alors je ne sais pas le terme exactement, des gens du business, entre guillemets, qui arrivent, qui veulent apprendre certaines choses, et de pouvoir leur enseigner ça aussi. Par quoi tu as commencé dans toute cette histoire? Parce que on pourrait faire une énumération de tout ce que tu as eu l'occasion d'approfondir et d'aborder dans les pratiques, des courants ésotériques et autres, c'est très, très large. Donc, qu'est-ce qui pour toi peut-être a eu l'occasion d'être une sorte de réminiscence évidente d'une pratique qui t'a vraiment nourri comme étant un des socles ou piliers chez toi? Alors je pense que la première base, c'est la méditation. Méditation, médium, le centre, revenir au centre de soi-même, et puis aussi médium, c'est le channel. Et en fait, dans l'hypersensibilité, je n'ai pas précisé, mais gamin, je ne savais pas, mais j'étais un channel en fait. Et mon hypersensibilité, je voyais aussi les mondes de l'au-delà. Alors quand vous êtes gamin, ça fait peur, voir les fantômes, etc. Donc j'ai beaucoup prié, je croyais vraiment en... Peu importe le nom, Dieu, le grand tout, la source originelle, peu importe le terme, et pour ne plus voir justement. Et donc j'ai continué à... je ne vois pas, mais j'ai continué à sentir en fait. Voilà. Et la méditation, en fait, c'est le premier levier. J'ai commencé à pratiquer à l'issue, entre guillemets, d'un accident en 2001, un accident naturel qui s'appelle une sortie de corps. J'ai eu mon premier voyage astral en 2001, qui a été véritablement une mise en pratique, une révélation de tout ce que j'avais déjà cumulé, à savoir j'avais déjà cette connexion à ce que je n'arrivais pas à expliquer, en gros le grand tout. Ouais, le grand tout, peu importe son appellation. Dieu, moi je l'appelle justement Dieu sous forme d'acronyme, à savoir division intérieure et extérieure universelle. Voilà, donc ça c'était l'idée d'expérimenter, et donc j'ai eu une décorporation involontaire à l'âge de 21 ans, de manière soudaine, qui a duré 24 heures. J'ai repris mes pensées après 7 jours d'errance en quelque sorte. J'avais repris mon corps, mais j'avais des connaissances qui me venaient de toutes parts, etc. Et à l'issue de ça, forcément, vous voyez plus la vie de la même manière. Vous avez expérimenté quelque chose, des sphères de conscience différentes. Et à l'issue de ça, là, je me suis lancé dans un voyage initiatique qui avait déjà débuté, en théorie, mais qui a été véritablement le début, méditation, à essayer de recouvrer cet état. Et puis après, c'est le fil conducteur, c'est le fil rouge. Voilà. Pour la méditation, pour toi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur qu'est-ce que peut développer la méditation. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre société de consommation occidentale, la méditation, c'est pour apprendre à se détendre, à calmer ses pensées, bref, à être zen. C'est associé à ça. Est-ce que tu en as la même définition, ou est-ce que tu aurais autre chose à nous dire sur la méditation et l'intérêt qu'il y aurait à méditer? Alors en fait, la méditation, pour être franc, c'est un peu comme ce qu'on met sous le label de mindfulness, à savoir la pleine conscience. La méditation, elle est constante. C'est-à-dire que là, par exemple, je pratique du mindfulness, je suis conscient de mes mains, je suis conscient de ma voix, etc., du décor, etc., s'il y a un son extérieur. C'est ça le mindfulness, c'est ça la méditation. Vous pouvez méditer quand vous faites la vaisselle, quand vous rangez votre chambre, c'est du feng shui, c'est un impact sur votre esprit. Donc la méditation, elle est constante en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais pas de clivage, il n'y a pas de carcan pour moi dans ma vie. C'est pour ça que ma vie est spirituelle dans le sens spirit, c'est-à-dire l'esprit,
Et il est constant en fait. Voilà. Et donc c'est vraiment cet état pour moi, la méditation. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte forcément, déjà, en fait il y a différents degrés de méditation. Il y a des méditations. On peut mettre, on va dire qu'il y a 5 grands courants: Vipassana, le Zazen, le mindfulness, la visualisation et puis la méditation transcendantale. On va dire qu'il y a ces grandes familles en quelque sorte. Et après, à l'intérieur de ça, il y a énormément de ramifications. Mais disons que la méditation, c'est un état d'esprit. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, à l'issue de ça, qu'est-ce que ça apporte ? Ça vous permet de vous oxygéner le cerveau, les reconnexions des neurones. Ça vous permet en fait tout simplement d'ouvrir la partie droite de votre hémisphère et vous relier, vous reconnecter. On est dans un monde hyper connecté. En parallèle, on ne connaît plus notre voisin et autres. Mais se reconnecter à, on va dire, un monde métaphysique, mais pas forcément, se reconnecter déjà intérieurement, et ensuite, à l'issue de ça, de se reconnecter au monde extérieur, à l'environnement, aux gens, à l'empathie, enfin tout ça. C'est vraiment, en fait, ça apporte, pour moi, c'est vraiment vital. La méditation, elle est un besoin. Si je médite pas 3 fois par jour, c'est comme manger pour moi. Je peux m'abstenir de manger, je vous en parlerai, je fais pas mal de jeûnes. Mais la méditation, je peux pas. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte. C'est-à-dire, je préfère dormir une demi-heure de moins, mais je pourrais pas ne pas méditer parce que ça me permet vraiment d'être bien. Et aussi, c'est physiologique. En fait, les respirations vous permettent d'oxygéner le cerveau, mais pas seulement. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes frais, ça vous permet de moins dormir, ça vous permet d'être créatif, ça vous permet d'être plus jovial, plus épanoui. Et c'est une aspiration à l'harmonie individuelle et ensuite, au-delà de ça, collective en fait. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de vouloir développer comme pratique suite à ce point de départ ? Oui, alors c'est ce point de départ qui m'a permis d'aller sur différents courants de méditation, et je dois avouer que j'ai eu du mal aussi au départ. Donc en fait, c'est pour ça que maintenant la manière dont j'enseigne, c'est aussi avec toutes mes difficultés que j'ai eues pour essayer d'y pallier. De la même manière que quand j'enseigne le commerce, j'essaie de transmettre 15 ans d'expérience pour que les gens gagnent du temps tout simplement. Du temps parce que voilà, pour éviter les écueils, je suis pas dans la dimension j'ai galéré alors je veux que les autres galèrent. Non, au contraire, je veux les faciliter en fait dans cette démarche, parce que malheureusement il y en a beaucoup qui disent j'ai essayé de méditer mais c'est trop dur, j'ai plein de comme tout le monde on a au départ, hein, j'ai trop d'images, trop d'idées, etc. C'est trop le bazar là-haut, donc et puis ils lâchent l'affaire en gros, et c'est très dommage parce que c'est vraiment la méditation, c'est vraiment un liant qui permet notamment un lien qui permet de se reconnecter et qui permettra, j'espère, au futur, d'établir une société un peu plus détendue, moins agressive, plus, on va dire, plus zen et plus, on va dire, conciliante, et à vouloir établir des belles choses, tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est de la méditation, peut-être, et de la manière dont cette dernière peut nous révéler des parts qui ne sont pas forcément très... qui n'étaient pas conscientisés, et de nous-mêmes, j'entends, et des parts qui ne sont pas forcément très belles. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Alors, de toute façon, c'est comme tout cheminement intérieur, vous allez forcément passer par une espèce, entre guillemets, de bas astral. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer, c'est un peu de l'alchimie, hein, c'est les 3 phases, il faut ouvrir la matière, il faut s'ouvrir soi, il faut se regarder dans un miroir, et ensuite, à l'issue de ça, il faut nettoyer, et ensuite transmuter ou se transformer. Donc il faut accepter, et d'ailleurs ça c'est la première étape dans toute quête initiatique, mais pas forcément, même dans la psychologie en général, c'est d'embrasser, c'est d'accepter déjà ce qu'on est, pourquoi on est, essayer de comprendre d'où viennent les origines de ce que l'on est. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une réaction, une force de réaction à une éducation, plein de choses. Et on a tous, la vie fait que voilà, on est conditionné, ou on a une réaction par rapport aux événements de la vie, et donc du coup c'est en fonction de ça qu'on va devoir travailler et de nettoyer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'accepter, et à l'issue de ça, c'est le même principe si vous voulez que quand vous acceptez le premier pas dans une addiction, l'alcoolisme, c'est dire ok, d'accord, je m'inscris, je reconnais j'ai un problème, je m'inscris aux alcooliques anonymes par exemple. Ça c'est le premier step, le premier pas. Et donc ça, c'est d'accepter ce qu'on est, les travers qu'on a, et en fait quelque part, si vous luttez
De toute façon, c'est toujours le même principe pour tout. Si vous luttez contre quelque chose, vous allez justement créer, on va dire, de la... Pour le renforcer. Vous allez le renforcer parce que vous allez créer de la tension dessus. Et donc, du coup, en fait, vous allez, il va avoir un manque et il va aussi avoir une frustration. Et en fait, de l'accepter lui donne un peu moins de pression sur vous. Donc, du coup, c'est juste... Vous allez travailler sur vous, vous allez, entre guillemets, essayer de réduire petit à petit. Après, ça disparaîtra. Mais c'est vrai que c'est un schéma qui est, au départ, intéressant parce que tout cheminement intérieur passe par ce pied. Et ça ne veut pas dire qu'à terme, on va devenir un saint, etc. De toute façon, c'est impossible, personne dans l'absolu. Mais il faut connaître pourquoi, de temps en temps, on fait des petits cacas nerveux, pourquoi on est un peu... Et s'observer, en fait. S'observer et se dire, bon, ok, là, j'ai été un peu con. S'excuser, par exemple. Mais d'être conscient de ce que l'on est. Et quelque part, vous laissez de moins en moins de place. Et on a différents même centres énergétiques qui correspondent peut-être à des parties qui sont extérieures à nous-mêmes. Et en fait, de les laisser un petit peu, pas œuvrer, mais par exemple les pulsions qu'on a, le côté animal que l'on a. Okay. Vous avez notamment chez les anciens, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle de les 3 gardiens, qui sont notamment le côté même glauque de la personne, le côté animal que vous pouvez retrouver à travers une sexualité, etc. etc. Voilà, ça fait partie de vous en tant que tout. Il ne faut pas nécessairement se fustiger parce que vous aimez certaines choses, etc. C'est pas mal. Enfin, tant que ça ne nuit pas à l'autre, bien entendu, hein, ça va de soi. Mais voilà, il faut accepter, vous ne le nourrissez pas, en fait, vous lui donnez un petit os harmonieux, entre guillemets, il est calmé, et puis voilà, vous pouvez être plus sereinement ce que vous êtes. Parce que si vous mettez, et on connaît toutes les frustrations qui sont dans la société, même dans certaines pratiques religieuses, ça fait après, en off, entre guillemets, de manière cachée, des monstres. Ouais, des monstres ou des pathologies, etc. etc. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de s'accepter comme on est, de travailler quand même sur notre pierre philosophale, sur ce qu'on est, pour essayer de nettoyer. Et à l'issue de ça, vous évoluez petit à petit. Mais encore une fois, tout cheminement, de toute façon, prend du temps. Concernant la part humanitaire, c'est tout en faisant ce travail d'introspection, en parallèle de ça, cette notion du partage, on y revient, et qui chez toi est importante, et qui te suit depuis longtemps. Alors j'allais dire, je ne sais pas si le pourquoi était vraiment intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que tu as souhaité mettre en place, déjà peut-être par le passé, dans ce cadre-là ? Alors, dans le passé, moi, la notion de partage, j'ai toujours eu cette philosophie de me dire que le bonheur n'est essentiellement réel que quand il est partagé, et aussi avec la notion de bouteille de champagne. Vous ne buvez pas une bouteille de champagne tout seul. Voilà, vous la partagez, c'est quand même pas, ça n'a pas la même saveur. Et si vous voulez, j'ai cette chance d'être, alors ça fait bizarre à dire comme ça, mais d'être en harmonie et d'être heureux. Voilà. Et alors, j'aurais pu très bien continuer mon petit bonhomme de chemin comme ça, mon parcours, petite famille, etc. Mais j'ai besoin, en fait, je prends un bonheur, j'entretiens ce bonheur à essayer de le transmettre, en fait. Voilà, très simplement. Et dans la notion d'être utile, moi j'ai justement ça. J'ai une double, ma raison d'être, elle est double. La première, c'est d'être en harmonie, toujours dans cet ordre. Et la deuxième, c'est d'être utile. Et je suis encore plus en harmonie quand je suis utile. Et pour être utile, il me faut être en harmonie. Et ça a un cercle vertueux en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que j'ai entrepris ? Parce que je t'ai dit, je voulais faire de l'humanitaire au départ, et puis j'ai bifurqué sur le commerce parce que je voulais avoir une portée plus importante dans le futur. Donc je me suis pas, on peut aussi faire de l'humanitaire sans devenir forcément médecin du monde ou partir à l'autre bout du monde, etc. Non, j'ai continué avec de l'associatif, j'ai bossé, filé un coup de main pendant plusieurs années, quand j'étais à Paris notamment, pendant plus de 7 ans avec Secours Populaire, avec Emmaüs, où j'aidais dans la rue, aller voir les gens. C'était pas de l'argent, c'était du temps. La plupart du temps, justement, ce qui est le plus... Donner de l'argent, en quelque sorte, à part si vous n'avez pas du tout les moyens, mais c'est quand même quelque part facile. C'est très bien, je ne suis pas en train de juger, mais donner du temps, de l'attention, c'est ce qui est le plus intéressant et le plus important. Quand on allait voir, par exemple, dans la rue, les pauvres personnes, les sans domicile, etc., on ne parlait pas beaucoup, hein. On amenait une petite thermos, etc., un prétexte, l'été ou l'hiver. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était juste qu'on les regarde, qu'on les écoute, c'est tout.
la plupart du temps, il nous expliquait justement, les gens, ils jettent une pièce comme si, en se détournant, en se disant, voilà, j'ai payé pour voir ou pour pas voir, justement, pour ne pas être ça. Voilà, et encore une fois, c'est pas un jugement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, donc je faisais à ma petite échelle, il n'y avait pas grand-chose. Le samedi, j'ai ramené des vêtements parce que je travaillais pour des centrales d'achat. On avait toujours des échantillons en trop, donc je les ramenais. Je les ramenais pour les mettre en magasin, ça leur faisait en fait du chiffre d'affaires, etc. Enfin, ça permettait à l'association de travailler. Et ça, je vais vous dire, la première personne qui était ravie et qui était contente de faire ça, c'était moi. Je me sentais utile. J'avais vraiment, et ça c'est lié, c'est une hormone, hein, c'est l'oxytocine, c'est pas que l'extase sexuelle, hein, l'oxytocine, c'est justement ce côté où vous vous sentez en osmose, en connexion avec justement ce grand tout et vous vous sentez utile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire, sans prétention aucune, juste à ma petite modeste portée, comme le font beaucoup. Hein, c'est pas, y a rien de, y a pas besoin d'une médaille. C'était vraiment pour moi. Et d'ailleurs, je le communiquais pas forcément. Shambhali, je reviens là-dessus parce que tu parles d'un rêve. Donc, c'est un centre holistique. Oui. Il y a 6 praticiens. Alors, dedans, j'allais dire, dans ce cadre, qui est vraiment paradisiaque, quoi. Hein, donc, on peut être nourri, logé sur place. J'allais dire que ça pourrait être comparé... Alors, il y a différents centres comme ça en Inde qui pourraient exister, peut-être éventuellement s'en rapprocher, sauf que c'est pas du tout les mêmes proportions. Je pense à Pune sur le centre d'Osho, et il y a Auroville qui est aussi plus un laboratoire, mais qui est un très beau laboratoire, avec un cadre de vie qui est en lien avec ce que Sri Aurobindo et Mère ont voulu transmettre. Shambhali, pour toi, quels étaient peut-être l'idéal alors peut-être dans quelle mesure tu as pris en considération des erreurs à ne pas vouloir commettre. Et quand je dis des erreurs, c'est pas tant des erreurs que ça on le fait pas, c'est rédhibitoire, et peut-être aussi j'allais dire alors l'esprit, parce que on peut penser qu'il y a pas mal de centres à travers le monde qui proposent justement de s'immerger dans un cadre afin d'utiliser différents outils de connaissance de soi. Donc j'allais dire, quel a été pour toi ton rêve en lien avec Shambhali? C'était quoi le fil conducteur, toujours en rapport avec cette pelote de laine là? Qu'est-ce qui faisait pour toi sa spécificité? Alors déjà, justement, comme tu dis, j'ai forcément cherché un peu partout sur la planète ce qui se faisait. Alors Auroville, c'est plus de l'ordre de la communauté, qu'un centre holistique de bien-être. C'est un peu différent. Le concept. C'est pour ça que je parlais de laboratoire, c'est particulier. Mais c'est très intéressant. Mais bref, c'est pas tout à fait la même chose. Mais par rapport à ce qui existe déjà, et notamment à Bali, c'est la proximité en fait. C'est la proximité parce que c'est les petits groupes. C'est maximum une vingtaine de personnes, c'est les retraites de 10 jours, et la proximité parce qu'on s'occupe des gens de 7h du matin à 11h du soir. Alors c'est pas militaire, il y a tout un programme qui est élaboré avec tout un symbolisme et aussi toute une espèce, on va dire un cheminement qui est volontaire. Donc après les gens ils prennent ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi faire un break pendant une séance ou une journée tout simplement. Mais disons que c'était une proximité, un accompagnement avec les gens et surtout que les gens ne soient pas un numéro. C'est-à-dire qu'il y a plein de centres, alors qui sont ce que j'appelle un peu c'est pas méchant, mais des supermarchés de la spiritualité ou du holistique, où en gros le gars vient, il donne son cours, qui est très intéressant, mais il y a 100 personnes, et du coup il connaît pas un tel, il connaît pas Sabrina qui vient de, je sais pas, d'Australie, et il connaît pas son cheminement, parce qu'à la fin, 10 jours, vous imaginez bien qu'à 20, en ayant fait notamment, on regardera probablement les différentes des activités en détail, mais il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Donc il y a un moment, il y a un lien qui se tient, qui se tisse, pardon. Et donc du coup, on se connaît, on va peut-être pleurer ensemble, on va peut-être on va refaire le monde ensemble. Donc il y a un moment, on va devenir des copains quasiment à la fin.
voyez ? Donc en fait, cette espèce de proximité où il n'y a pas le thérapeute et la personne, le guest, l'invité, ça va être vraiment une espèce de pas d'osmose, mais vraiment, ouais, exactement. Et au-delà en fait du rapport entre thérapeute et invité, il y aura aussi entre les gens, si vous voulez, et des liens vont se tisser. On souhaite conserver ces liens en fait, au-delà de Chambali. Parce que Chambali, c'est juste un tremplin. C'est un centre dont le centre est la personne, évidemment. Et puis ce centre, il n'a pas en fait de circonférence définie, si vous voulez. Si tu veux, pardon. Il est bien au-delà, en fait. Et donc, voilà, ce qui fait la grande différence, c'est ça. Et il n'y a pas actuellement de centre qui donne autant de palettes, en fait, parce qu'on a une vingtaine d'activités et aussi de concepts. On a plus de 8 concepts qui sont différents et ça c'est son originalité et c'est entre guillemets sa différenciation, même si c'est un terme qui est quand même rapporté au commerce. C'est ce qui fait son unicité jusqu'à présent. Donc le commerce, tu continues. Ouais. Mais tu tends à de plus en plus. Alors déjà, le Chambali a un rêve, un premier pas, j'allais dire, dans ton rêve. Pour peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu souhaiteras continuer le commerce tel que tu le fais. Chambali, pour créer un projet comme ça, c'est quand même d'envergure. Alors pour ceux qui vont sur le site, vous allez voir les photos, c'est magnifique. Hein. C'est franchement, c'est paradisiaque même, j'allais dire. Évoluer dans un cadre pareil, déjà, c'est super. Mais pour le projet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y met comme chambre, la restauration, enfin tout le concept, j'allais dire, se fait pas forcément tout seul parce qu'on va le voir. T'as tes amis praticiens qui s'occupent, ce pourquoi ils sont faits en tant que thérapeute, j'allais dire, ou accompagnateur. Maintenant, le projet en lui-même, le concept, vers qui tu t'es tourné? Est-ce que tu as fait ça tout seul? Comment tu as procédé? Alors justement, c'est quelque chose que j'ai appris en Asie, c'est que l'union est dans le groupe, la force est dans le groupe, et on fait jamais rien seul. Voilà, c'est pareil, je suis dans le textile, c'est pas moi qui produis pour les marques, c'est pas moi qui tisse, c'est pas moi qui couds. J'ai la chance d'avoir des relais, voilà. Donc c'est d'avoir des équipes. Chambali, c'est évidemment un projet collectif sur lequel je suis le co-créateur avec ma compagne, mais en parallèle il y a les praticiens et puis voilà, il y a les relais. On a aussi eu un capital sympathique qui nous a permis de nous aider, de nous donner des conseils, etc. Donc, mais ça c'est un peu ma philosophie de vie, c'est que vraiment je suis vraiment dans l'écoute des gens parce que encore une fois, je ne dis pas la science infuse, c'est le principe du brainstorming. Hein. Vous avez forcément plus d'idées dans deux têtes que dans une, et le fait aussi de mettre l'autre sur telle ou telle idée, ça vous permet d'en avoir encore plus, ça fait une synergie de la pensée, donc voilà, c'est un peu mais ça a été le cheminement aussi comme dans ma société de textile actuellement en fait. Combien de temps pour le mettre, pour le concrétiser, j'allais dire, ce projet ? Il sera jamais fini, c'est un projet éternel, mais disons que pour le mener jusqu'à présent, c'est quasiment 40 ans de travail, on va dire, mais de conceptualisation et autres, c'est quasiment 20 ans, parce que c'est le fruit en fait de tous mes voyages, c'est le fruit de toutes mes recherches, c'est le fruit de rencontres en fait, donc voilà, et encore une fois, il est encore en devenir, parce qu'il y a tellement de choses encore sur la neuroscience, sur la sonothérapie, sur... Bébé deviendra grand. Hein. Voilà, et puis on le souhaite aussi, un bon bébé joufflu, mignon comme tout, et puis ce bébé aura d'autres bébés et initiera aussi d'autres papas et mamans qui voudront en faire d'autres et ainsi de suite. Voilà, c'est l'objectif. Alors forcément, j'aimerais que tu puisses nous dire comment tu envisages le fait de faire du business avec justement tout ce qui a trait à la spiritualité, développement personnel. Certains pourraient parler de trucs New Age. On va voir les différentes pratiques, techniques que tu proposes, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais toi à répondre par rapport à ça, obligé de te poser la question. En fait, si tu veux, quand je te disais qu'il y avait un fil conducteur dans ma vie, c'est que tout est assez logique. Tu sais, parfois, je mets beaucoup de métaphores à travers le textile. Tu sais, quand tu regardes un canvas, tu le regardes du côté opposé, en fait, ça fait un espèce de méli-mélo et oui, on comprend pas trop. Tandis que quand on le regarde à l'endroit, et là, on voit en fait l'image. Et si tu veux, en fait, la vie, c'est un petit peu comme ça.
Et dans le fil conducteur, ça a été très stratégique, c'est-à-dire j'ai tiré la pelote de laine et notamment toute ma vie à une métaphore à travers le textile. Les routes de la soie, j'ai travaillé dessus pendant plus de 15 ans sur les routes de la soie et la route du soie aussi quelque part. Métaphoriquement, j'ai retrouvé tout ça. Dans ma démarche qui est, j'adore la science, la spiritualité, j'ai essayé de mettre justement ce chaîne et trame et de montrer que c'est enchevêtré parce que ça l'est, notamment quand tu regardes l'un des premiers mots que tu trouves dans la Genèse, c'est en hébreu c'est Bereshit, qui signifie justement la trame. Donc, et qui a été démontré par les scientifiques dernièrement, que notre univers est relié entre guillemets à un fil invisible qui relie toutes les choses, qui est l'antimatière en quelque sorte. Et l'éther, peu importe la terminologie, mais voilà, donc il y avait déjà ça en fait. Et notamment, en fait, la première étape de chef d'entreprise, ça a été notamment la structure quelque part. C'est un peu le parent dans ma dynamique. C'est le parent, c'est la structure, c'est le fait de mener à bien un projet avec une certaine rigueur, etc. Et puis pas forcément avoir des idées et puis rêver, machin. C'est super, hein. Je suis comme ça, mais je suis la tête dans les étoiles et aussi les pieds, c'est terre à terre. Voilà, parce que sinon on n'avance pas. C'est bien beau de rêver, mais il faut aussi passer à la 3D, à la matrice de la réalité. Donc voilà, ça c'était la première étape. La deuxième étape a été aussi à travers les cours, l'enseignement, la transmission, de cadrer ma pensée à travers rendre des syllabus, etc. Parce que bon, tu n'étais pas non plus en freestyle, hein, tu rendais compte, c'est des thèmes, il faut suivre des programmes. Et puis avoir une interaction, je m'éclate aussi parce que j'essaie de proposer des choses qui sont interactives, qui sont nouvelles, où je suis la première personne que j'essaie d'intéresser en fait. Probablement parce qu'aussi je me suis tellement... pas ennuyé avec le système éducatif, mais j'ai eu un peu de mal à me concentrer quand j'étais plus jeune, etc. Donc du coup, j'ai essayé de pallier à tout ça, en fait, de m'inspirer de tout ça. Et après, le dernier axe, ça a été Chambali, qui a été la concrétisation de tout ça, si tu veux. Mais pour moi, si tu veux, quand je te disais je pratique la spiritualité dans le commerce, oui, je vois plein de métaphores du commerce, et notamment du textile. J'ai vraiment cette application holistique. Et en fait, si tu veux, je ne dissocie pas, encore une fois, le spirituel de la vie de tous les jours. Pour moi, tout est spirituel, en fait. À chaque seconde en fait. Et encore une fois, on peut trouver plein de choses épanouissantes à travers son travail de tous les jours. Et c'est notamment ce qu'on essaie d'initier. Et quand tu me posais la question, est-ce que je vais rester chef d'entreprise ? Bon, alors le thème en plus c'est il est un peu pompeux, mais je vais conserver une activité qui ne sera pas aseptisée. Si je reste uniquement à Chambali, c'est une sorte de paradis terrestre, il suffit de regarder les images. Je veux conserver cette part de réalité, de temps en temps revenir en Europe, de prendre le métro, etc. Parce que je veux continuer à être dans la vraie vie. Parce que je dis souvent, c'est plus facile d'être zen à 5000 d'altitude dans les montagnes tibétaines que dans la vie de tous les jours, dans le métro, etc. Les gens qui te poussent, etc. Donc c'est important pour moi de conserver ma prise de terre, et notamment à travers ce monde-là, et aussi parce que on a tous une mission, et on a tous des axes et des zones sur lesquelles il faut aussi essayer de ramener un peu d'éthique, de morale aussi dans le commerce. J'essaie à ma petite échelle d'ouvrir les yeux, la conscience de mes étudiants qui sont les futurs ambassadeurs et peut-être les patrons du CAC 40 de demain. Donc j'essaie, à ma petite échelle, qu'ils s'ouvrent au fait qu'il y a autre chose que une croissance quantitative sans fin avec des chiffres et plus de fric, et puis au final on passe à travers sa vie. Je dis pas que c'est négatif l'argent, moi je suis vraiment dans cette dynamique où, comme on le dit, c'est un très bon servant mais un mauvais maître. Donc je suis dans l'idée que c'est un fuel, de toute façon on peut pas s'en séparer, hein, c'est comme ça, le système est fait comme ça. On peut le repenser tous ensemble et individuellement, ça c'est une autre histoire, mais je pense que voilà, il est nécessaire, et notamment pour tout ce que je souhaite initier et tout ce qu'on est en train de faire. Sans argent, encore une fois, j'aurais pu me mettre dans des missions humanitaires à l'âge de 20 ans, ou juste sans faire d'études. J'aurais pas eu la même portée, à vrai dire. Voilà. Tu as 6 praticiens. Je reviens sur ces derniers. Comment tu les as rencontrés ? Pourquoi les avoir choisis eux et pas d'autres ? Parce qu'au nombre peut-être de personnes que tu as pu rencontrer,
J'imagine que tu aurais pu peut-être proposer à un tel et pas à un autre, etc. Donc pourquoi eux? Alors je voulais pas de mercenaires en fait. Non, en fait, on voulait pas, avec ma compagne notamment, ça a été vraiment des rencontres et des coups de cœur. C'est-à-dire que je suis allé dans différentes, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai débauché des gens en quelque sorte. Bon, ils ont continué à enseigner dans les endroits où ils sont, mais en fait, certains ont arrêté, mais je voulais vraiment qu'il y ait une adhésion à l'âme de Chambally, à l'esprit de Chambally. Je voulais que les gens aient cette même vision qu'on peut avoir. C'est-à-dire le plaisir de transmettre quelque chose, le plaisir de se rendre utile et d'essayer que les gens soient en harmonie. Et donc, les bons praticiens, oui, il y en a partout. C'est juste, je voulais des gens qui collent à ça. Et donc, je me suis rendu dans la plupart des centres de Bali et j'ai discuté, j'ai commencé à discuter avec eux, ceux qui correspondaient en fait déjà intrinsèquement aux valeurs, on va dire, d'enseignement. Et au-delà de ça, j'ai commencé à discuter, et puis sans rien annoncer au départ, et en fait, ils sont devenus proches et limite des amis en fait. Donc du coup, et c'est là où je me suis dit bon, alors c'est ces personnes. Et on a commencé de fil en aiguille, toujours la métaphore du textile, à discuter par rapport à ce projet. Ils m'ont dit je peux en faire partie. Enfin, ça s'est vraiment fait naturellement en fait. Voilà. Et on a choisi des gens qui alors ils sont payés évidemment, c'est entre guillemets des employés, mais on n'est pas si quelqu'un reformule quelque chose, s'il passe un peu plus de temps, voilà, on n'est pas. En fait, j'ai le monde de l'entreprise dans lequel je suis, et là, en fait, il n'y a pas ce côté je compte les heures, etc., parce que c'est du domaine aussi de la passion et du don de la personne, en fait. Et ça, c'est important, vraiment pour nous, en fait. Et vraiment dans ce souci de transmettre quelque chose et de faire avancer les gens individuellement et de participer à ce grand essor et cet éveil global pour aussi aspirer à la théorie du centième singe et tous contribuer à notre petite échelle au petit travail du petit colibri. Parmi les différentes pratiques qui sont proposées, donc si tu peux nous en dire quelques mots, parce que j'en connais certaines mais pas toutes. Le Pilate. Pilates, ouais, Pilates. C'est en fait, alors l'idée c'est un peu du yoga, c'est du stretch, ça a été mis en place par Joseph Pilates, c'est un Allemand, et en fait c'est si je la fais très simple, c'est en fait l'alignement, et c'est surtout en fait c'est basé sur le fait que la jeunesse et le fait d'être en bonne santé est lié à la colonne vertébrale. Donc en fait, c'est énormément d'exercices qui vont vous permettre en fait de vous étendre et de vous de faire en sorte que vous devenez pas en fait voûté, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est c'est central, hein, Kundalini, etc. Tout est à ce niveau-là. Et en fait, l'objectif, ça va être de vous rendre plus élastique, plus stretch, et d'essayer de faire en sorte que vous preniez cette habitude. Personnellement, je le pratique même pas forcément très longtemps, mais que les gens aient plaisir et se trouvent même un besoin. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, vous prenez un café pour vous réveiller, logique. Et là, c'est pareil, vous faites un peu des exercices, 10 minutes peut-être, pour réveiller votre corps, tout simplement. Et en fait, réactiver les énergies qui sont dans votre corps. C'est toujours le même triptyque, en fait, l'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme, on retrouve en fait dans chacune de nos disciplines, et notamment aussi avec le yoga qu'on propose, yoga Kundalini. Mais le Pilates, c'est essentiellement ça, c'est basé sur l'activation de la colonne vertébrale pour essayer de la rendre plus fluide et pour éviter le vieillissement, tout simplement. Alors justement, parce que c'est intéressant de voir la distinction entre Pilates ou Pilates. Il y a aussi le Qigong, il y a aussi le yoga, ou en tout cas le Kundalini yoga. Là, on reviendra peut-être un peu plus en profondeur, j'aimerais bien en tout cas sur la Kundalini yoga. En tout cas, des arts martiaux internes pour faire à nouveau circuler l'énergie. Le Pilate a un côté beaucoup plus physique pour avoir cette posture où la colonne vertébrale étant notre support. Hein, voilà. Si cette dernière n'est pas droite, tout s'affaisse et tout part en sucette. Donc je peux comprendre. Le Qigong, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas, donc l'occasion aussi de le découvrir.
Ouais, bien sûr. En fait, de toute façon, dans l'approche globale, c'est toujours de la découverte. C'est-à-dire que la plupart de ces activités sont proposées 2 fois. 2 fois 1h30. La première, c'est découverte la plupart du temps. Et la deuxième fois, c'est juste de voir si ça résonne en eux, s'ils pensent que c'est intéressant. Mais ils vont pas devenir maître Qigong, évidemment, ou Reiki, ou peu importe. Mais ils vont se dire, ah tiens, ça m'intéresse, ça me parle. J'ai envie d'explorer et de continuer quand je rentre dans mon pays, par exemple. Donc c'est l'idée. Le Qigong, qu'est-ce que c'est concrètement? Le Qigong, en fait... Mais toutes les pratiques, en gros, ça part du principe de faire circuler l'énergie. En fait, l'origine, beaucoup de maladies sont dues à un manque de circulation d'énergie. Et donc, c'est comme de l'eau stagnante, l'eau qui stagne, à un moment... Et donc, les blocages sont, après coup, deviennent des conséquences de maladies. Alors, somatiques ou autres, peu importe l'origine, mais en fait, on va essayer de refluidifier, et ça, c'est basé en fait sur tout ce que j'ai pu expérimenter quand j'ai vécu, je vis maintenant depuis quasiment 10 ans en Chine, notamment les méridiens, les flux d'énergie, et qui sont extrêmement importants. L'acupuncture, tout ça, c'est lié, et le Qigong, en fait, c'est ça, c'est de faire par la pratique, c'est une sorte de méditation active en fait, par la pratique, de faire en sorte que ça fluidifie et que ça coule bien en fait, que ça tourne en fait. Voilà. Mais c'est le même principe que vous avez l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est ça. L'Ayurveda, c'est pas lié à la nourriture exclusivement. C'est comme le mindfulness qui est la méditation. L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. D'accord ? Donc c'est le même principe. C'est le bon flux de l'énergie. Voilà. Et en fait, l'une des bases de notre enseignement, qui n'est pas une création, notre création, c'est un peu comme un DJ, il prend différents assemblages et il crée quelque chose à l'issue de ça, mais c'est de l'existant en fait, on n'a pas créé entre guillemets de discipline. Donc, mais c'est ça, c'est toujours à travers cette notion de circulation, faire circuler les choses, en spirale, peu importe le symbole, mais de le faire circuler à l'intérieur de l'individu et à travers les gens entre eux, en fait, de les faire rayonner entre eux, en fait. D'accord. C'est ça l'idée. Kundalini Yoga, donc. Ouais. Alors, j'avais eu l'occasion quand j'étais en Inde de voir ou d'aborder succinctement, très succinctement, la Kundalini Yoga. Ouais. Alors, c'est un yoga bien particulier, c'est pas anodin. J'allais dire, est-ce que tu as choisi le praticien ou la pratique et que le praticien est venu après, j'allais dire? Non, j'avais déjà mis entre guillemets les cases des activités que je souhaitais ou que je pratiquais, parce qu'en fait je les pratique tous, je les enseigne pas tous, mais je les pratique tous. Donc la Kundalini Yoga, oui, je suis allé dans des centres pour trouver des profs de Kundalini Yoga, j'en ai trouvé plusieurs, et je suis tombé sur cette personne, Savitri, qui est juste exceptionnelle, qui est une balinaise d'ailleurs, mais avec un parcours qui a vécu au Canada, enfin vraiment, qui a déjà une expérience de vie, qui est ouverte à plein de qui est pluridisciplinaire. Et voilà, et donc il y a vraiment eu cette espèce d'osmose où elle a une capacité à transmettre, elle a une douceur de vivre, une gentillesse, enfin elle est vraiment entière, quoi. Et sa manière d'enseigner est très très intéressante. Elle est même prof pour les profs en fait. Est-ce que c'est pas justement parce que là s'il s'agit de s'initier peut-être à certaines pratiques ou pas que, peut-être que pour des personnes étant confirmées dans certaines des thérapies ou pratiques que Shambhala propose, pourquoi pas y aller. La Kundalini Yoga, ça peut être quand même assez costaud de ce que j'ai pu en entendre ou lire, etc. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un danger, je le dis explicitement, à proposer ce genre de Kundalini Yoga auprès de gens qui n'y connaissent strictement rien? Alors, il faut quand même remettre dans un contexte sur 3 heures, parce que ça va être deux fois 1h30. Personne ne va activer définitivement sa Kundalini. Personne ne va avoir non, c'est impossible. Donc, en revanche, on va montrer les exercices que les gens pourront pratiquer par la suite chez eux et pourquoi pas de suivre d'autres cours de là où ils habitent. Mais donc, oui, la Kundalini, si elle est activée et qu'elle est faite à mal escient, ça peut être dangereux. Oui, il y a des démences, il y a des gens qui pètent un câble, etc. Ça, c'est connu, bien sûr. Mais dans ce cadre-là, c'est du soft, c'est de l'initiation.
Ok, c'est pas. C'était important. Mais bien sûr, on a pris systématiquement. Il y en a d'autres qui sont même peut-être un peu plus poussés. La respiration autotropique, qui est un équivalent du rebirth. Oui, mais c'est toujours sur sous contrôle, tout à fait, bien sûr. D'accord. Et sur base initiatique. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Parce que là, tout dépend le concept de Shambhali, de ce que tu as voulu y mettre, Aurélien. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour quelqu'un de confirmer dans une des pratiques que Shambhali propose, d'aller dans ce centre-là? Bah oui, en fait, justement, l'une des autres différenciations, c'est par rapport d'unicité par rapport à Shambhali, c'est qu'en fait, justement, on a essayé de tisser des liens entre chaque discipline, établir des ponts et des similitudes entre chaque. Je vais vous donner un très simple. Qi. Qi en chinois, ça veut dire l'énergie. D'accord, c'est l'énergie qui est partout. Voilà. Vous avez un lien avec le Reiki, qui en japonais signifie cette même énergie. Donc, on a des ponts en fait. On a des ponts entre toutes les disciplines, qui est la même chose que le prana, etc. chez les hindous, donc dans le Kundalini Yoga, etc. Donc on essaie de faire, en fait, c'est pour ça que c'est holistique, c'est que on regarde les disciplines individuellement dans un cadre holistique et on les relie en fait entre elles. Donc du coup, ça permet, notamment quelqu'un qui serait un expert du Qigong, ok, il va rien apprendre, c'est évidemment pour le Qigong, mais il va juste pratiquer, mais on va pouvoir mettre en exergue et mettre des points de similitude avec les autres disciplines. Donc là, ça va peut-être lui donner un regard différent sur sa propre activité. Voilà. Alors, donc je récapitule et puis on aborde un peu les autres. Kundalini Yoga, on a abordé le Pilate, le Qigong, le Reiki, tu l'as mentionné. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des initiations pour passer les Reiki, premier, deuxième degré. Alors, je ne sais pas comment ça se passe justement en Orient. Est-ce qu'il s'agit là de recevoir des soins Reiki ou d'apprendre à en donner? Les deux seront possibles. De recevoir et aussi de montrer comment on peut donner des cours. Alors, normalement, je sais très bien que pour atteindre le premier, deuxième, etc., ça prend du temps. Donc, c'est pas l'idée, mais c'est d'expliquer le fonctionnement. Donc, on est juste un channel et qu'on laisse passer la lumière et voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est le même principe. Des séances, ça c'est top pour ceux qui n'ont pas fait, de bol chantant. Ça c'est vraiment super, et notamment ça rejoint, puisque tu parlais de toujours suivre la pelote de laine, le fil avec des thérapies par le son, notamment avec un Iranien qui peut proposer de l'initiation à la danse que pratiquent les derviches tourneurs. Voilà. Ça, c'est quand même costaud, ça. Alors, en fait, oui, Shervin, c'est une personne qui est musicien à la base et en fait qui est iranien, qui a grandi en Grande-Bretagne, qui est parti avant la venue de l'Ayatollah Khamenei. Et en fait, oui, on va pratiquer. Donc, lui, c'est sous forme de diapason, d'accord ? Donc, il réénergise en fait les différentes fréquences de notre corps. À savoir que, comme le dit, je dis ça pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec le concept d'énergie et autres, Tesla disait, vous voulez trouver le secret, les secrets de l'univers, réfléchissez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Donc tout est dit à l'intérieur de cette phrase. Donc voilà, on va à travers ça, ball healings en anglais, c'est les bols chantants, les diapasons, réénergiser. Ce principe de l'acupuncture, mais à distance en quelque sorte, c'est les fréquences. Donc lui, il a aussi en parallèle, c'est un artiste. Donc on a un concert et en même temps une espèce d'atelier, donc un soir, on a 3 heures où il apprend. On va faire ensemble tous la danse soufi derviche avec un orchestre qui est lui-même, il joue, il chante, etc. Et on va nous-mêmes chanter et essayer de rentrer dans une transe extatique à force de tourner, de réciter. T'as déjà eu l'occasion de rentrer dans une transe en pratiquant Moi, je le pratiquais avant de le connaître. D'accord. Je suis passionné notamment de cette voie-là, le soufisme, et je suis très proche. Et je le pratiquais d'ailleurs. Je suis allé en Iran dans un cadre justement, entre autres pour ça.
Quand je vous dis j'expérimente dans mes voyages, c'est aussi ça. J'ai expérimenté ça. Le zoroastrisme, c'est pareil. Je suis allé en Iran pour voir aussi ce courant qui existe encore. 20 000 personnes, j'en ai rencontré quelques-uns. Et voilà. Donc pour revenir, oui, j'ai régulièrement, des extases mystiques. Et donc les extases mystiques, c'est quand en gros vous diluez votre ego à l'intérieur de ce grand tout. Vous voyez, on a mis sur le site justement une photo. Un derviche avec les constellations, parce que c'est ce qu'on l'on recrée en fait, et c'est la conscience en fait diluée, c'est pour ça que Rumi, un grand soufi perse, disait tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. C'est ça. En fait, on se redilue dans cette immensité et on perd son ego, on s'évade un petit peu, parce qu'on en a tous besoin. Hein. On a tous besoin, et c'est ça qu'on va essayer de retrouver par différents leviers à travers différentes disciplines. C'est ça en fait, cette espèce de transcendance, quand vous voyez les gens qui ont besoin de drogue, d'alcool, etc. C'est parce qu'ils ont besoin de conscience altérée de temps en temps. On a besoin de sortir de notre bulle, et ça, c'est des moyens naturels. Et d'ailleurs, Chambali, en filigrane, alors il est aussi fait en guise de palliatif aux drogues. Je ne prends pas de drogue à Chambali, bien évidemment. Moi, j'en prends pas. Je ne fume pas, je ne bois pas, rien du tout. Mais je suis pas, j'ai pas une vie cul-vapeur. Hein. Je suis pas c'est pas une vie super chiante. C'est comme je suis végétarien, c'est pas une vie chiante. On verra probablement dans la notion de nutrition, de voir que on peut être créatif et on peut avoir ces choses qui sont vraiment très intenses en termes d'émotions, de sensations. Ça, j'en doute pas. Grâce à ça. Ça, j'en doute pas. Et en plus, forcément, la musique vous met dans un cadre. C'est énorme. Si vous regardez sur le site, vous verrez le petit amphithéâtre qui est au sein de la nature, avec les arbres et tout. La nuit, avec les guitares, etc. Vous pouvez partir très très vite. Non, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans ce cadre-là, en tout cas. Il y a aussi la possibilité de se faire masser. Oui. C'est cool. Il y a un spa. C'est génial parce que c'est rare de proposer aux personnes qui le souhaitent du Watsu. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, un petit mot sur ce qu'est le Watsu, c'est aussi un côté magique. Hein. Alors le Watsu en fait c'est la contraction de water en anglais, donc l'eau, et le shiatsu. Donc en fait c'est une espèce de massage à l'intérieur de l'eau. Et l'idée première c'est de recouvrer la sensation fétale, ou tout au moins quand vous êtes enfant, et voilà, vous êtes porté, vous êtes baigné par maman, etc. Vous êtes tout simplement dans le ventre de maman, et vous êtes bien, vous êtes à l'aise, etc. Et en fait, on va expliquer comment ça fonctionne. Donc les gens vont recevoir et vont apprendre aussi à donner à leurs conjoints, à leurs amis, etc. Et c'est quelque chose qui est très très intense, parce que c'est magnifique, parce qu'en fait c'est aussi un don de soi. Il y a un plaisir à le donner et un plaisir à le recevoir. Parce qu'en plus il y a aussi tout va s'installer, et je vous dis, on est vraiment dans le symbolisme très profond, dans la notion de faire confiance à l'autre, et d'avoir la confiance et la responsabilité de l'autre, parce qu'il ne faut pas que l'autre prenne la tasse. Bon, il n'y a pas mort d'homme s'il prend la tasse, mais c'est quand même pas très sympa si la personne est super bien détendue et au bout de 10 minutes, prend de l'eau dans le nez. Donc il y a vraiment, et ça ramène des sensations juste extraordinaires. Ouais, c'est énorme. Ouais, je connais, pratiquer, et c'est super. Alors je sais pas s'il y a une petite musique d'ambiance avec, mais c'est extra. Donc ça, propose aussi, le centre propose des séances d'auto-hypnose. Oui, alors c'est même plus que ça, parce qu'en fait c'est pas plus que l'auto-hypnose, c'est l'auto-hypnose, et c'est des ateliers d'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va toute une matinée créer ensemble les pistes, les tracks, les pistes musicales, les enregistrements, on va les faire ensemble. C'est-à-dire qu'on aura une trame, les gens auront une trame, parce qu'on a fait plusieurs trames, et en fonction des besoins véritables, la confiance en soi, etc., soit les gens préfèrent que ce soit nous qui enregistrions, soit ils enregistreront leur voix, et ils auront juste, en fonction de ce qu'ils auront fait, à la carte en quelque sorte, ils auront leur propre voix. Et on va leur remettre un iPod, etc., pour qu'ils puissent, et puis l'enregistrement à la fin, pour qu'ils puissent régulièrement l'écouter. Le soir avant de dormir, quand ils vont faire du floating par exemple, et en fait c'est pour ça qu'au bout d'un moment on va commencer à mixer et à mélanger les différentes disciplines. Et donc l'auto-hypnose, oui, et en fait on va leur donner la technique pour que eux puissent recréer s'ils le souhaitent chez eux. Parce que c'est pas très compliqué en soi, c'est juste d'arriver en transe. Bon, c'est une sorte
comment dire, d'état modifié de conscience. Voilà, d'état modifié de conscience, qui est des injections pour faire en sorte que vous vous sentez mieux, etc. et que vous puissiez travailler sur l'inconscient et notamment pallier à certaines phobies ou stress, etc., etc. Voilà. Tu l'as mentionné tout à l'heure, assez rapidement, je reviens un petit coup dessus, si on peut dire, avec la respiration holotropique. Ouais. Donc c'est vraiment des exercices de respiration qui sont amenés, là aussi, l'objectif étant alors, en dehors de nettoyer le corps, bien évidemment, d'amener des états de conscience modifiés, de transe à nouveau. Donc il y a toujours cette notion de toucher l'inconscient ou cette part de nous-mêmes transcendante à travers des exercices super simples, parce que ça soit des bols chantants, que ça soit, j'allais dire, le contact avec l'eau et de ramener à ce côté fœtal, ou de la respiration holotropique, c'est, je trouve très intéressant en tout cas de pouvoir, à travers différentes pratiques, et notamment de montrer tous les liens, les ponts dont tu parlais, sur ce que nous sommes en essence, à travers toutes ces différentes pratiques, et qui sont simples, et il n'y a pas besoin puisque tu mentionnais à un moment donné de drogue, de psychotropes ou quoi que ce soit, voilà, c'est là, c'est maintenant, c'est très simple, et expérimenté. Là aussi, j'adore la thérapie par les mandalas. Alors, explique-nous comment il est possible que de faire son propre mandala peut nous amener quelque chose. Parce que, pourrait-on dire, c'est qu'un dessin. En fait, le principe de mandala, c'est en fait une notion de résonance. En fait, c'est en fait vous extériorisez en fait votre conscience sur un dessin qui est toujours un cercle justement pour que ce soit fini, etc. Et en fait, vous allez vous libérer la partie créative de vous-même, et l'objectif c'est véritablement de le personnaliser en vous donnant aussi des clés, parce que c'est quand même une technique, hein, c'est ancestral et c'est dans beaucoup de cultures, hein, dans quasiment toutes les cultures d'ailleurs, les vitraux chez judéo-chrétiens, même dans les mosquées vous en avez, hein, donc vous en avez dans toutes les cultures en gros, et l'idée c'est vraiment de donner les clés, à savoir les clés de la conscience, pour essayer de, voilà, vous voulez travailler sur quoi, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une externalisation de votre état psychique, etc., qui va vous permettre à terme, par exemple, de faire une méditation avec les yeux ouverts et en posant votre conscience sur ce mandala, par exemple. Ouais, c'est une manière d'extérioriser par procuration un état d'être comme une photo, hein, d'un instant T, voilà, de ce que nous dit notre inconscient, au même titre que les psychothérapeutes avec les fameuses cartes de... Il y a un nom, Rorschach, voilà. Oui, les tests de Rorschach. Ouais. Exactement. Alors, bon, et aussi, parce que j'adore marcher, moi, personnellement. Alors, du trekking, 2 options, montagne ou rizière, je crois. Ouais, il y en a même 3, parce qu'en fait, si vous regardez dans le petit clip, à un moment, on voit, je crois que c'est à partir de 20 secondes, précisément, vous voyez en fait une espèce de petite... il y a 2 vallées, et il y a une voie, et c'est la voie du milieu, en fait. Et c'est, en fait, tout l'accompagnement à l'intérieur de ces 10 jours de retraite sont symboliques. Okay, donc là, par exemple, c'est la voie du milieu. Donc on a une voie du milieu où vous avez les 2 extrêmes, la menace de l'inconnu, par exemple. Et au centre, vous avez une balançoire, la balance de la vie. Voyez, et en fait, donc celle-là, elle est juste magnifique, c'est juste à côté de chez nous. Et on a aussi, par exemple, le trekking. Mais le trekking, ça va pas être n'importe quel trekking. Le trekking, ça va être l'ascension d'une montagne qui va être très tôt le matin, avec 2 heures de marche un peu... Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais qui vont être une petite souffrance, enfin une difficulté, pour arriver à terme avec le lever de soleil sur tout Bali, qui est juste extraordinaire, avec la métaphore du lever de soleil, la lumière, cet éveil en quelque sorte. On aura des rituels, par exemple, arrivé en haut, on aura préparé de la veille un peu de la psychanalyse, mais on aura mis un petit papier biodégradable, bien entendu, nos rêves, etc., ce qu'on aime dans la vie, on va tous le planter à un endroit spécifique pour que il y a une espèce de éclosion à travers le soleil, etc., la métaphore de la lumière, etc. Les rizières, donc c'est avec des terrasses, c'est beau, c'est magnifique, c'est poétique, et c'est aussi, encore une fois, c'est cette reconnexion. En fait, on ne veut pas, entre guillemets, que ça se limite, ça se cantonne à Chambali, le centre, parce que Chambali n'a pas de frontières, en quelque sorte. Et la métaphore des rizières, donc au-delà du côté esthétique, c'est la terre-mère qui nous nourrit.
c'est l'importance à chaque seconde de ce que nous donne. En fait, se reconnecter avec les 4 éléments et notamment la terre, qui est quand même un truc, je sais que c'est une évidence, mais il y a plein de gamins qui découvrent la nature au salon de l'agriculture. Hein. Donc on a dissocié malheureusement, et ça c'est le XVIIe siècle Descartes, l'ego de l'environnement. Et on va essayer par différents moyens qui sont simples. La marche méditative. La marche, vous ancrez chaque seconde, chaque pas dans ce présent qui est un cadeau, dans l'ici et maintenant. Ce genre de choses, on va le faire tout au long de la quête initiatique de Chambali à travers justement ce cheminement qui va être intérieur et extérieur en fait. Aussi de la danse extatique ou de la danse balinaise par exemple. Alors la danse extatique que j'appelle la transe en danse. C'est une discipline qui existe actuellement mais que j'ai créée en 2004 et que je n'avais pas connaissance que ça existait en fait, c'est assez récent désormais, et c'est une pure création à la base qui existe en fait maintenant, bon, qui est un peu différente, et qui est en fait une espèce, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Si, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est que vous êtes vraiment en communion avec la musique, donc c'est forcément des musiques un petit peu ethniques, avec beaucoup de rythme, etc., etc. Et le but, alors, c'est de vraiment freestyle. C'est vraiment tel que vous le souhaitez. Et le but, c'est, il n'y a pas de règles et il n'y a surtout pas de regard des autres. C'est-à-dire que les premières, on va les faire masquer. Comme ça, les gens n'ont pas à se dire « Ah, je fais bien un pas, je fais bien machin, je me tape la honte, on s'en fout. » Vous avez envie de faire le canard, vous faites le canard, vous avez envie de taper par terre, vous tapez par terre. C'est aussi un moyen... Les gens qui sont bourrés en soirée, par exemple, parfois, ils font n'importe quoi. Ouais. Et ben parce qu'ils ont la société interdit certaines choses. Là, c'est le gros lâchage. On peut faire ce qu'on veut, c'est évidemment sans alcool, nous, mais voilà, c'est le but, c'est vraiment c'est de coller à l'harmonie du son de l'ouïe, okay, et des gestes, de l'harmonie des gestes, et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Vous allez vouloir mettre des mudras, vous mettez des mudras, vous allez vouloir vous inspirer de la Kundalini, ce que vous avez... Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est de se libérer. Et vous allez... Et perso, je le pratique, je dis, depuis 2004, et avec un grand plaisir, je m'éclate quand je fais ça. En plus, honnêtement, après une demi-heure, et on a tout un rituel, hein, parce qu'on commence tout allongé on sent la terre, et on va tous se donner jusqu'à ce qu'on puisse... et à la fin, en général, on se remet sur la terre et on est lessivé, mais vraiment lessivé. On sent notre cœur et on sent en fait pas les vibrations de la terre, mais on se ressent connecté, recentré sur nous-mêmes et cette connexion. Et vraiment, il y a un truc vraiment qui s'opère à la fin et qui est vraiment magique. Et les gens après peuvent le refaire chez eux avant d'aller au travail. Quand ils ont un petit quart d'heure, ils le font. Alors beaucoup de gens chantent dans leur chambre. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de techniques très abordables. Si tu veux, c'est basé sur le triptyque aussi que je nomme type, donc le conseil, ok, et que j'opère aussi à l'intérieur de mes cours de commerce. C'est donc T, c'est comme théorie, donc les bouquins, P, c'est la pratique, et le dernier au centre, c'est, en anglais ça marche mieux parce que c'est I, c'est l'eye de la conscience, l'œil de la conscience, et aussi high comme haut, donc la hauteur, et en fait c'est la dimension intuitive, c'est-à-dire qu'on va donner plein de clés pour lesquelles les gens après ils peuvent refaire un petit peu ce qu'ils veulent. Vous savez, dans une danse, par exemple, quand vous apprenez le tango et tout, faut pas faire un pas de travers, sans jeu de mots, il faut respecter des règles. Mais pourquoi on pourrait pas être créatif sur le tango ? Je fais mon tango à ma sauce un petit peu. Ça peut être esthétique aussi. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de se dire, en fait, on donne différents ingrédients, on vous donne des recettes de cuisine, et puis après on vous insuffle la capacité de créer par vous-même d'autres, pourquoi pas, et puis les faire un peu à votre sauce. Que vous faites bien le Watsu ou machin, qui est une inspiration, on s'en fout à la bête. C'est quoi le but du jeu à la fin ? On veut pas que les gens soient champions olympiques de méditation, ça n'existe pas d'ailleurs. On veut pas la performance. Ce qu'on souhaite, c'est la quête de l'harmonie, tout simplement, que les gens se sentent bien à l'issue de ça. Qu'ils se mettent pas une contrainte, je fais de la danse extatique, je me la pète et tout. C'est pas l'idée, c'est juste qu'ils soient bien à le faire. Ils sont moches, ils sont ridicules, on s'en fout. C'est pas le but en fait. Il s'agit aussi en même temps de se désinhiber, c'est-à-dire que totalement. À travers les différentes pratiques que tu proposes dans ce centre, moi ce que je reviens sur ce que je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le souligner. C'est une manière très simple, avec des outils très simples,
de toucher l'essence de ce que nous sommes. Et d'avoir conscience de ce que nous sommes, il y a une désidentification qui se fait par rapport au masque, puisque tu parlais de masque justement, de ce que l'on croit être de tous les jours, sur notre personnalité, sur le côté égotique. Et de voir que c'est très simple de se reconnecter. Tu parles de la méditation, qui est une sorte d'hygiène de vie. Finalement, on peut pas se passer de ça parce que c'est ce que nous sommes. On se relie à cette transcendance et elle nous nourrit, tout simplement. Donc, de pouvoir donner ces différents outils de façon à immerger ceux qui viennent au centre en disant, voilà, goûtez ce que vous êtes, très simplement, amusez-vous et emportez-le et mettez-le en pratique chez vous, quoi. Enfin, il n'y a pas plus simple. C'est exactement ça. Donc, et puis bon, franchement, le cadre, bon, c'est waouh. Et j'aime beaucoup, si tu veux, la cohérence de l'ensemble. Je trouve que connaissant la plupart de ces pratiques, c'est d'une simplicité et en même temps d'une profondeur et d'une rapidité pour atteindre, entre guillemets, s'il y a quelque chose à atteindre, en tout cas pour nous dévoiler. Voilà. Au-delà des étiquettes, des masques, etc., il n'y a pas besoin de 300 ans, déjà 10 jours. J'aime beaucoup la notion du cycle de 10. On n'a pas parlé de la... Il y a notamment, pardon, dans les 10 jours, en fait, chaque jour correspond à un thème. C'est pour ça que c'est pas 9 jours, c'est pas 10 jours, enfin c'est pas 11 jours, pardon. C'est parce que ça correspond à un thème en fait. Le premier c'est les bases, c'est les fondations. Le deuxième ça va être l'ascension et ainsi de suite. Parce qu'en fait on va avoir un cheminement. Tu sais. Donc c'est vraiment un programme, il y a un accompagnement tout du long. Hein. Totalement. C'est pas, on peut pas intervertir. D'accord. On pourrait, mais c'est-à-dire qu'il a été pensé comme tel. D'accord. Et parce que c'est progressif en fait. Tu sais, il est indiqué à Luxor, c'est une tradition égyptienne qui dit. Le véritable enseignement n'est pas une accumulation de connaissances, mais l'éveil de la conscience à travers différents états successifs. Et c'est exactement ça, c'est par palier. On va y aller par palier. Toute quête initiatique, c'est ça. On peut pas. Et on n'a pas prétention, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire ah, vous rigolez les gars, c'est quoi votre délire 10 jours, vous allez vous promettez l'illumination. On promet rien du tout. On promet que déjà les gens soient bien et se sentent bien là. Et qui reprojettent, enfin qui prolongent cet état de bien-être sur le long terme. Mais disons qu'on est conscient que si des gens arrivent avec des pathologies, on ne va pas régler ça en 10 jours. Une thérapie, ça peut prendre des années, voire plus. Une vie, même plusieurs vies, si on veut. Donc, on n'a pas cette prétention à se dire que c'est du curatif pur et dur. Non, c'est du holistique, c'est-à-dire que c'est plus du préventif, et c'est notamment un accompagnement qui va être... Et c'est exactement ça. En fait, on veut, quand tu parlais d'essence, je joue toujours sur ce jeu de mots, l'essence des sens. C'est vraiment réactiver nos 5 sens, dans le mindfulness notamment, la pleine conscience, les 5 sens qui nous permettent de développer le 6e sens, qui est le lien avec nous-mêmes, intérieurement, profondément, notre moi supérieur, qui est encore une fois, c'est l'inconscient, qui est un tremplin pour aller vers l'autre, l'alter, qui n'est pas que toi et moi, c'est au-delà, c'est comment dire, c'est la planète, c'est l'humanité, c'est la nature, et c'est cette résonance qu'on veut essayer de faire en sorte que les gens recouvrent en fait. Donc les 5 sens, c'est ça. Et au-delà, c'est les quatre éléments. D'ailleurs en Asie, on en a un 5e qui est l'éther, qui est prana, le chi, peu importe, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, on veut vraiment qu'ils se reconnectent à tout ça en fait. Et juste pour finir une dernière fois, il y a toujours des thématiques. Trekking, c'est la terre. Le parachute ascensionnel, c'est l'air. Snorkeling, c'est l'eau. Et ainsi de suite. Et on aura le feu, on jette les gens dans le feu à la fin. Oui, parce qu'il y a... Non, mais t'as raison de préciser, parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a plein de justement de thématiques avec les éléments. Ouais. Parce que moi, j'ai parlé du spa, et il ne faut pas croire que ça soit aussi sous l'approche... que ça soit les soirées autour du feu, à regarder les étoiles, à aller faire de la plongée sous-marine. Il y a tout ça. On n'a pas parlé de l'alimentation. Ouais, alors l'alimentation, c'est l'un des 8 piliers des concepts qui sont encore différents parce qu'en fait, c'est pas bon. Alors, on va faire l'alimentation aujourd'hui, le cours d'alimentation. C'est pas ça, parce que ça va être progressif en fait. Tout comme mindfulness, comme j'ai expliqué, tout comme recouvrer la vue d'enfant, etc. L'alimentation, on va essayer que les gens réapprennent à manger. Oh là, on va se dire. Non, en fait, déjà.
Ah oui, alors faut manger comment? Avec la cuillère et tout. Non, mais très sérieusement, en fait, de se rendre compte, parce que en fait, tout est métaphorique. La boulimie de notre système consumériste, etc. On mange avec le portable et on bouffe en fait. On bouffe et on n'a pas de satiété. On n'a pas le plaisir de la préparation. On n'a pas le plaisir de regarder la nourriture, à quel point c'est beau. La gratitude dans la préparation de ceux qui l'ont préparé. La dimension de la mastication. Les sens, le plaisir des sens, le fait de déglutir, le fait de la satiété. Et notamment, en fait, pour y venir, on a ce qu'on appelle la théorie du chaos, ou la politique de la terre brûlée. C'est une création qui est en fait le manque. On va commencer, alors c'est suggéré, c'est pas imposé, rien n'est imposé bien entendu, 24 heures ou 72 heures de jeûne au départ, pour ceux qui le souhaitent. 72 heures... Quand on arrive, c'est direct. Décalage horaire. Non, mais justement... Oh, qui veut jeûner? Non, mais l'idée, en fait, c'est très simple. Alors, 24 heures, ça fait déjà son effet. Mais 72 heures, la dernière journée, en fait, permet vraiment de rebooster le système immunitaire. Ouais. Les cellules blanches descendent et donc, en fait, on clean, en fait. On nettoie, tout simplement. Le système digestif se remet, se repose. Oui. Et donc, du coup, voilà, vous détoxifiez complètement votre organisme, votre vue le lendemain. Alors, vous voyez mieux, vous êtes alerte avec les synchronicités de la vie, vous êtes vraiment beaucoup plus subtil en fait. Et ça, c'est vraiment magique. Et juste un truc, si jamais les gens n'aiment pas les concombres, n'aiment pas les tomates, etc., ils rêvent des tomates à la fin. Et en fait, on est trop dans une société où on a beaucoup. Oh, j'aime pas, oh, pas bon, oh, encore, etc. Mais t'as à manger là. On a à manger, c'est déjà bien. En fait, et c'est pour ça que tous les jeûnes, dans toutes les cultures, il y a des jeûnes, que ce soit le ramadan, le carême, etc. Enfin, c'est les hindous longs aussi. C'est en fait se dire à un moment, hey, je t'enlève ce que tu as, ta santé par exemple, je t'enlève la compagne que tu aimes pendant un temps, elle meurt, etc. On a en turc une histoire qui dit, peu importe si c'est religieux, mais Dieu donne à l'homme qu'il aime un âne qu'il aimera, et ensuite il lui reprend pour le plaisir qu'il ait à le retrouver. Et en fait, le meilleur ami qu'on a perdu, on n'a pas dit je t'aime, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Susciter le manque. Susciter le manque. Pour apprécier ce qu'on a. Voilà. Et dans les aliments, c'est ça. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est en conscience. Qu'est-ce qu'on mange et comment on mange. Alors, je parlais notamment, premier rite initiatique, ce sera de mettre un petit bout de chocolat pour casser notre jeûne sans mâcher. Oula, ça c'est un peu une petite torture parce que c'est à la fois bon et en même temps on ne peut pas mâcher. Donc ce serait le premier... De première minute. Et ça, en fait, on se remet en exergue de ce qui est normal, naturel pour nous au quotidien. Le premier repas sera fait à l'aveugle, c'est-à-dire avec des masques, et justement pour réactiver la force des pupilles gustatives, avec les mains, la communion avec la nourriture. Ce truc où on peut, c'est aussi le truc des gamins où ils en foutent partout, etc. Mais manger avec les mains, c'est un truc c'est un rapport à la nourriture qui est encore différent. On va être en communion, en osmose avec la nourriture. Et voilà, enfin, tous ces petits rituels. Après, l'idée de la nutrition, ça va être aussi d'être en conscience, de se dire, alors, il y a du végétarien systématiquement, ça ne veut pas dire qu'on veut que les gens le soient après coup, c'est juste, on fait un test, sans viande, comment vous allez vous sentir après. Voilà. Si vous continuez après, c'est vous, c'est pas le but, on veut pas imposer, on veut pas. Déjà, c'est susciter quelque chose. C'est juste en fait qu'ils aient une expérience de quelque chose de différent. Exactement. Voilà. Et après, si on mange de temps en temps de la viande ou même systématiquement, c'est très bien. Si pour eux c'est bon, c'est parfait. Mais disons que voilà, ils se seront ouverts un temps à ça. La nourriture ayurvédique, etc. Enfin, ce qu'on appelle le cru, etc., etc. Avec différents angles. Ayurvédique, c'est quoi? C'est très simple. Hein. C'est juste avec votre groupe sanguin, le croiser avec le moment, les assemblages de la nourriture. Certains ingrédients s'associent mieux ou ont plus de teneur avec certaines autres. Le riz avec les flageolets, par exemple, ça donne plus de protéines que séparément. Voilà, très simple. Le turméric, le curcumin,
avec le poivre, ça va activer davantage la substance. Enfin, toutes ces choses-là. Donc on va leur donner, alors c'est pas des cours de diététique, mais de leur donner des petits principes, voilà. Et puis recettes de grand-mère et ce genre de choses pour juste, c'est vraiment de la médecine holistique pour être en préventive et en conscience. Et aussi de casser ce carcan de dire manger des légumes c'est chiant, c'est relou, et on aime bien la bonne bouffe bien grasse. Non, on peut avoir les deux, avoir une alimentation très équilibrée, très balancée, avec les plaisirs en fait. Voilà. Et en fait en conscience. Parce que quand on assimile de la nourriture en conscience, si on sait que vous allez manger de l'ail, c'est bon pour le... fluidification du sang. Exactement. Voilà, vous n'allez pas avoir encore la même assimilation. Si vous êtes absorbé par votre portable au moment où vous mangez, c'est pas encore la même chose. C'est sûr. Et tout est en fait dans la pleine conscience, dans ce fait de savoir en conscience ce qu'on fait. Dans la préparation, on aidera les gens à se dire prenez du plaisir, coupez vos petits aliments, etc. Aimez la nourriture. Je veux dire, les recettes de grand-mère où c'est fait avec amour, ça semble un peu bidon. Non, ça l'est pas du tout. Il y a un transfert, même si on va plus loin, alchimique, avec l'âme de la matière, où on va mettre notre amour à l'intérieur de cette... où on va demander, c'est un peu de l'animisme, à la plante de nous donner sa substance, etc. Il y a une espèce de communion qui va s'installer. Voilà. Donc la nourriture est vraiment a une place importante aussi au sein de... Et c'est juste, on a un chef et c'est délicieux. On arrive à la fin de cette émission, Aurélien. Pour ma part, j'ai été ravi d'aborder cela avec toi et notamment de t'avoir à cette antenne parce que de ceux et celles qui t'écoutent peuvent sentir, j'allais dire, ce qui t'habite. Et c'est peu commun, ce qui t'habite, au regard de ton parcours, de ton ouverture d'esprit, j'allais dire, la compassion, ou l'altruisme, l'altérité que tu aimes à partager, et notamment à travers on sent beaucoup de raffinement chez toi. Et ce qui est important à mon sens, à travers ce que tu dégages dans ton raffinement, c'est le fait que être dans, entre guillemets, ou s'intéresser au sujet de spiritualité ne veut pas dire se priver, ne veut pas dire se flageller. Et au contraire, dans cette quête de soi ou du sens, il y a vraiment cette notion d'aimer le beau. Parce que quand on aime le vrai, on aime le beau. Et que c'est pas un problème en soi que de vouloir s'entourer de beau. Pourquoi devrait-on se flageller ou s'ostraciser dans quoi que ce soit ? Et je pense que c'est important parce que notre société de consommation, mine de rien, a beaucoup flagellé et a créé une scission, une séparation entre d'un côté on est spirituel et puis de l'autre côté il doit y avoir la matière et qu'on est aujourd'hui dans des temps où il y a cette réconciliation entre les deux. Et je trouve que ton projet il est magnifique déjà, que tu assumes pleinement que bah voilà toi c'était les voyages avec cette quête de sens et que Shambhali c'est ça. C'est cette jonction entre ton rêve et ton être intérieur et de vouloir le partager à travers des exercices très simples et dans un environnement, j'allais dire, paradisiaque et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Donc un grand merci pour incarner ça déjà et de le promouvoir, tout simplement, de venir en parler à cette antenne, je trouve ça super. Autre chose, pour tous ceux et celles qui souhaiteraient en savoir plus, bien évidemment, shambhali.com pour le site internet. Il y a l'email de Shambhali ou d'Aurélien. Je ne sais pas qui entre toi et ta compagne avait accès. Relais, nous tous. Vous tous, super. Donc pour répondre aux différentes questions. Alors autre chose, j'ai pas vu que sur ton site il avait la version française. C'est uniquement anglais, c'est ça ? Ouais, ça s'adresse aux anglophones, mais on réfléchit quand même dans un futur, peut-être d'ici l'année prochaine, de proposer aussi en français. C'est aussi parce que nos praticiens sont tous anglophones en fait, et donc éventuellement on pourrait faire un système de traduction, mais voilà, c'est à l'étude. Mais à la base, c'est fait en anglais. Ouais. Bon, en même temps, on voit que, j'allais dire, ta génération, on est quasiment la même, mais oui. Bah voilà, l'anglais, bah oui, on le pratique un tant soit peu, et surtout que c'est un anglais simple,
qui est de l'anglais courant, c'est pas compliqué. Donc pour ceux qui se débrouillent, j'allais dire en anglais, ça doit pas être compliqué de pouvoir faire 10 jours avec des gens qui sont là, qui vous accompagnent, qui utilisent un anglais très simple. Hein, c'est pas Wall Street. Hein. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez des questions, parce que je crois que cette émission résume vraiment bien l'esprit et les différentes options, etc. Peut-être que Google Traduction pourrait vous aider, mais bon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Aurélien sur les tenants et les aboutissants. Pour ce qui est des prix, tout ça, c'est sur le site internet. Des compléments d'information, vous demandez à Aurélien. Voilà. Est-ce que... je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire que tu aurais souhaité... Ouais, alors juste petite aparté aussi, qui va dans le sens de ce que tu disais, le prix, etc. Il y a quand même toute une partie qui est reversée à une association, donc un orphelinat sur place, que l'on peut visiter d'ailleurs, si les gens le souhaitent, c'est pas obligatoire. Et puis aussi, Fondation Chambali, on est en train de mettre en place un système... d'aide aux personnes. Alors ça, c'est grâce au fonds, etc. Et notamment pour aider les gens locaux, non pas uniquement à travers l'argent, c'est en leur donnant du temps, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte une diagnostic de leurs compétences et de ce qu'ils souhaitent et de les mettre sur des petits projets pour qu'ils soient plus dépendants de la charité en quelque sorte. Et au-delà, il y a aussi ce qu'on appelle le benchmark du monde, c'est-à-dire en fait on inventorie. Et c'est pour ça que les gens qui passeront chez nous, on souhaite établir et maintenir le contact, de mettre en fait une base de données humaines, de compétences, et notamment tout ce qui est intéressant, tout ce qui est positif à travers la surface de la planète, pour essayer de faire en sorte qu'on véhicule ces informations un peu partout pour très simplement faire en sorte que le monde, en quelque sorte, à notre portée, fonctionne bien. Tu sais, je fais souvent cette métaphore, qu'elle soit personnelle ou collective, notre société, elle est très comparable à une chenille. Une chenille, elle passe sa vie de manière boulimique à ramper et notamment à manger. Et à un moment, elle se stabilise, elle attend et elle mue. Et ensuite, elle aspire, entre guillemets, à une ascension et à une autre forme. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça le parallèle, qu'un battement de papillon crée une tornade en Europe, et notamment peut dépoussiérer l'Occident qui oxyde. On a cette vocation à créer d'autres vocations. On n'est pas en train de dire qu'on va changer le monde, etc. Ça, c'était soit le changement que tu veux voir dans ce monde, comme le disait Gandhi, mais c'est sans prétention, on est juste à notre échelle. Encore une fois, j'ai commencé en disant c'est un rêve d'enfant, et c'est toujours la même chose. Et ce que je souhaite comme message, je pense que c'est le Petit Prince qui le dit, ce sera mon mot de la fin, c'est fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà. Un grand merci Aurélien, et puis plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. J'espère pouvoir venir te voir. Avec grand plaisir. Là-bas, ce sera vraiment un grand plaisir. Voilà pour vous aujourd'hui cette émission Espace Thérapeute. On aura l'occasion bien entendu de se retrouver le mois prochain, mais je vous rappelle, alors la vidéo c'est une chose, un pouce vers le haut, vers le bas, un commentaire, n'hésitez pas, et que toutes les informations complémentaires vous l'avez sur l'article consacré à Aurélien et Chambali sur Immédiat. Voilà, je dirais les choses, chaque chose en son temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur l'article qui est consacré, vous avez tout. Même si c'est très simple, hein, le site en lui-même, il y a tous les éléments dont vous avez besoin. Et cette émission, je crois, répond de manière globale et assez précise sur ce qui vous attend si vous allez, si vous vous offrez ce temps, ou dans cet espace-temps. Voilà. À bientôt, au mois prochain. Au revoir à tous.